Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans pour le cadre de cette émission Économie et Société spéciale 30 juin. Puisque vous le savez, ça va faire 64 ans, jour pour jour, que la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance. Alors, pour vous, nous allons recevoir, c'est un activiste de mouvement citoyen. Il est défenseur des droits de l'homme, mais aussi il milite contre la corruption en République démocratique du Congo. Il s'appelle Chaka. Il est coordonnateur de la coalition Le Congo n'est pas à vendre, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, merci beaucoup Patrick pour l'invitation et pour cette émission. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Je vous laisse vous présenter avant de poser ma première question. Alors, que dire de moi? Très brièvement, je suis Dr Dirk Chaka, médecin de formation, spécialiste en santé publique et particulièrement en management de la santé. Et actuellement, je coordonne la coalition Congo n'est pas à vendre, qui est une coalition des organisations nationales et internationales œuvrant en RDC et pour lutter contre la corruption. Et Congo n'est pas à vendre est une coalition bien connue maintenant et qui a mené un certain nombre d'études et d'analyses sur des questions cruciales de transparence dans la gestion en RDC, mais aussi des enquêtes sur la spoliation des ressources naturelles en RDC. Donc le Congo n'est pas à vendre essaye d'apporter sa contribution sur la thématique centrale de la lutte contre la corruption à travers les industries extractives, les ressources naturelles, mais aussi la gouvernance financière. Et aussi, comme vous l'avez dit, je suis un activiste des droits humains, mais aussi un activiste de droits économiques et sociaux. Quand on lutte contre la corruption, c'est qu'on lutte aussi pour les droits économiques et sociaux, tout aussi en étant très engagé sur les questions de dignité humaine et de justice sociale. Et comme on le sait, dans notre pays, les défis économiques et de gestion font partie des clés qui aggravent les questions de disparité et de gestion plus ou moins équitable des ressources, les maigres ressources, je dirais, dont dispose l'État à ce stade, et qui malheureusement aggravent les fractures sociales, les fractures économiques entre les peuples, la population en général, et les acteurs politiques, les gouvernants et les gestionnaires en général, qui, eux, souvent bradent ou confisquent les ressources du pays. Et ça me pousse à poser une deuxième question. Comment un médecin de formation qui exerce le métier se verse dans la lutte contre la corruption comme vous le faites? Alors, je considère que ma vocation est autant de servir les personnes qui ont besoin de santé, de soins. Et dans cette pratique, je me suis investi encore un peu plus en pensant au bien-être général. Et c'est comme ça que, au-delà de la clinique que j'exerce, je fais aussi de la santé publique, parce que je pense que la santé publique, c'est une branche qui permet d'adresser des questions de manière globale, prévention des problèmes de santé, la gestion des défis de santé. Et un aspect très important qui me tient à cœur en tant que déjà médecin, c'est de voir la population être suffisamment informée de sa responsabilité par rapport à sa propre situation, que ce soit au niveau de la question des santé en général, mais aussi les problèmes sociaux qui le concernent. Il y a beaucoup de défis de santé qui aujourd'hui trouvent leur cause et leur explication dans le fait que nous sommes dans un pays où les personnes ne savent pas manger à leur faim, ne sont pas dans des conditions d'hébergement et de vie qui leur permettent de garantir leur bien-être et leur santé. La santé mentale pose problème. La croissance des enfants est liée, est très limitée par les questions de malnutrition. On a des problèmes d'accès même à la santé. Le coût de la santé n'est pas couvert de manière exhaustive par le pouvoir public, ce qui fait qu'au-delà des problèmes de santé, le pays lui-même est malade. Et donc, s'il faut soigner le pays, on essaie de contribuer en tant que citoyen, par rapport à ma propre responsabilité citoyenne, j'essaie d'être un acteur de changement global. Et au-delà de soins, de la prise en charge des malades, je pense aussi qu'il est important que tous les acteurs, qu'importe leur secteur d'action, puissent donner, contribuer au bien-être global et à une lutte plus générale qui consacrerait la meilleure gouvernance,
cette meilleure gouvernance aura de l'impact positif sur la santé, aura de l'impact positif aussi sur le bien-être en général et aussi le bien-être social. Et comme je l'ai dit, j'ai une passion pour les questions de dignité humaine, une des choses qui ont motivé mon engagement comme médecin, mais aussi de justice sociale. Et cette justice sociale passe donc par un engagement citoyen et une conscience citoyenne amplement, je peux dire, amplement, je dirais, comment endosser, amplement accepté par chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que je pense aussi contribuer à cela à travers mon engagement dans les milieux associatifs, mais aussi dans les mouvements citoyens, dans la création d'une citoyenneté responsable, mais aussi dans les structures de lutte contre la corruption ou pour le bien-être, la justice sociale et la dignité humaine dans notre pays. Et puisqu'on parle de la dignité humaine en RDC, on s'en souvient aujourd'hui, on est le 30 juin 2024, 64 ans depuis qu'on a proclamé l'indépendance en République démocratique du Congo. Malheureusement, cette année, c'est dans un contexte de guerre. La RDC agressée par le pays voisin, le Rwanda, à travers ses supplétifs du M23. Vous, personnellement, comment analysez-vous cette situation ? C'est triste qu'après 64 ans, la RDC continue à vivre les mêmes affres qu'elle a vécues déjà au lendemain de son indépendance. La guerre, l'instabilité. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, 64 ans après, nous sommes encore en prise à une agression venant d'un pays voisin, le Rwanda, via ses supplétifs du M23, avec toute la cohorte de déplacés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et pour lesquelles nous avons une pensée particulière. Mais aussi, dans la même partie Est, nous connaissons les massacres qui se passent à Béni depuis ces nombreuses années et dont on ne parle pratiquement plus. Ce sont des drames humains extrêmement graves et qui ne sont pas acceptables. 64 ans après, d'une part, nous savons que nous n'avons pas eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de velléités qui viennent des pays étrangers pour nous faire la guerre, mais qui ne sont pas des velléités qui naissent spontanément. Ils ont aussi des intérêts et des réseautages plus lointains à travers beaucoup de puissances qui nous font la guerre à travers ces pays et qui les protègent aussi, parce qu'on ne comprendrait pas que plus de 20 ans après de tragédies, plus de millions de morts, bientôt c'est le 2 août, on célèbre le Génocide, plus de 5 millions ou 10 millions de morts, et qu'il n'y ait personne qui réponde de cela. Et toutes ces puissances qui en même temps se montrent sensibles aux questions de droits humains dans le monde et les questions des tragédies que les autres peuples vivent actuellement n'accompagnent pas la RDC à remettre devant la justice tous les auteurs de ces crimes graves qui, nombreux, sont soit abrités au Rwanda ou dans les pays étrangers. Et sans justice, il sera difficile de pouvoir mettre un terme à ce cycle de violence qui est tout à fait inacceptable. Alors 64 ans après, c'est aussi la responsabilité des Congolais, du pays que nous avons hérité, qu'en avons-nous fait. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas un État qui est capable d'assumer toutes ces missions régaliennes, le contrôle de l'ensemble du territoire, la distribution équitable des richesses, la construction des infrastructures qui répondent aux besoins de la population, le contrôle plus ou moins, je peux dire, normal de l'espace que nous occupons, que ce soit l'espace géographique, que ce soit l'administration publique et tout le reste. Et donc 64 ans après, on ne jetterait pas que les pierres sur les autres. Les pierres, les plus grosses en tout cas, sont à jeter à nous-mêmes en tant que peuple. Comment nous, en tant que Congolais, nous approprions de cette histoire. Comment nous faisons que les années à venir soient différentes de celles qu'on a vécues en étant des citoyens plus conscients de notre propre vouloir vivre collectif, de notre destin commun et comment nous nous battons pour restaurer la dignité humaine, comme on le disait encore, que nous soyons un peu plus dignes, respectés et respectables par tout le monde, mais aussi que la justice sociale et la justice tout simplement soient un vécu, un partage pour tout le monde. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'indépendance a été précocement donnée aux Congolais? C'était très tôt, on n'a pas eu le temps de nous préparer pour essayer de faire la continuité après les colons. Je ne pense pas. Je n'étais pas là en 1960, mais je sais qu'en 1960, il y a C'est vrai que l'histoire nous renseigne. C'était un vent panafricaniste. Est-ce que c'était très tôt pour nous d'obtenir l'indépendance? On n'a pas eu le temps de nous préparer dans d'autres secteurs, par exemple l'économie. Pas du tout. Il y avait des Congolais qui se disaient prêts à ce moment-là. Peut-être aujourd'hui nous jugerions qu'ils ne l'étaient pas, mais eux se disaient prêts.
ils avaient vécu dans le système colonial et pensaient avoir les capacités, en tout cas une idée claire de comment ils voulaient mener l'après-indépendance. Et il faut aussi l'accepter que ça n'a pas été, on n'a pas eu les coups des franches après l'indépendance. Il y a eu beaucoup d'interférences aussi de la Belgique elle-même qui a tenté par tous les moyens de continuer à contrôler malgré tout, surtout le secteur économique. Et je pense qu'il nous a manqué un niveau élevé de patriotisme et de civisme pour que ceux qui menaient cette lutte pour l'indépendance totale, entre autres Lumumba, n'aient des alliés qui comprenaient la pertinence d'aller jusqu'au bout du processus d'indépendance, au-delà de l'indépendance politique, créer une réelle économie, un réel système économique qui soit propre à la RDC. En dépit de toutes les difficultés connues à cette époque, on a eu d'autres opportunités. On a eu le pouvoir de Mobutu, 38 ans, qui aurait pu aussi mettre en place un mécanisme qui assurerait la pérennité des acquis post-coloniaux. Mais quand le général Van Bussen, par exemple, dit avant l'indépendance égale après l'indépendance, on sous-entendait qu'on donne à la RDC, à l'époque au Congo Zaïre, au Congo Kinshasa l'indépendance, mais économiquement la main basse du colon belge était encore là pour freiner un peu cet épanouissement ou de décollage. C'est sûr que parmi les Belges, il y a ceux qui ne voulaient pas que le Congo accède à l'indépendance. On ne va pas dire que tout le monde était content, d'accord. Mais du côté des Congolais, ils étaient aussi conscients que certains Belges ne voulaient pas. Mais quelles ont été les mesures qu'ils ont prises, l'attitude qu'ils ont développée, leur capacité à pouvoir faire face à ce défi après l'indépendance pour qu'eux-mêmes prennent en main leur destinée. On sait que Lumumba a tenté beaucoup de choses, qu'il a essayé d'avoir un discours franc, de montrer que l'homme noir dorénavant avait les mêmes droits et qu'il devait être capable de prendre en main et s'asseoir la politique et l'économie du pays. Mais autour de lui, je pense qu'il y avait une classe politique qui, elle, peut-être ne comprenait pas l'importance de pouvoir s'approprier l'indépendance globalement. Et ces fractures, ces divisions qui ont commencé à cette époque ont fragilisé énormément la capacité à accéder à l'indépendance économique. Mais malgré ça, comme j'ai dit, des opportunités se sont présentées. En dépit de cela, on sait que Lumumba a été tué et que malgré tout, l'époque de Mobutu lui a donné une fenêtre d'opportunité pour restructurer un pays et mettre en place des institutions qui vaillent au-delà de la personne qu'il était et aussi au-delà de défis que nous avions surmontés après l'indépendance. Je pense que là aussi, on a perdu cette occasion et les institutions dont on a hérité de Mobutu étaient des institutions totalement fragiles et totalement déstructurées à la fin de son règne. Et malheureusement, on a eu encore une fenêtre d'opportunité quand Mosé Kabila est venu avec une forme de discours plus consciente de notre propre capacité à nous prendre en main et à prendre en main le destin de notre pays. Mais on sait comment il a été assassiné tragiquement. Donc je pense que c'est toujours les mêmes acteurs qui ont continué à agir de sorte que le Congo ne se redresse pas. Mais alors nous les Congolais, jusqu'à quand allons-nous nous plaindre de cela? Quelle est notre capacité à nous réorganiser et à mettre en place des mécanismes qui nous assureraient de reprendre cette indépendance économique qui est vraiment une nécessité après 60 ans d'indépendance. Et là, puisque on parle encore de acquis de l'indépendance, il y a le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le professeur Vital Kamerhe, qui estime, en tant que chercheur, professeur d'université, qu'on n'a pas eu à faire la remise et reprise économique avec le colon belge. Vous, en tant qu'élite, comment interprétez-vous cette pensée? Peut-être faut-il pénétrer vraiment sa pensée pour comprendre la remise et reprise devrait consister en quoi exactement. Mais je pense qu'à partir du moment où vous êtes un État souverain, c'est à vous de prendre votre souveraineté en main. Et à partir du moment où cette souveraineté implique que vous ayez le contrôle de votre économie, que vous mettriez en place à travers des politiques publiques, à travers les lois, les mécanismes qui garantissent le contrôle et la sécurisation de votre propre secteur économique, c'était donc aux élites congolaises de répondre à ce défi. Et si remise et reprise ne s'est pas faite de manière tout à fait, je dirais, avec une clé à la main, formelle, oui. Mais il devrait y avoir une capacité pour l'élite congolaise de définir donc la voie à suivre pour qu'elle puisse arracher ou aboutir à cette indépendance économique. Le Congo, dans son espace, a toujours été un espace gouverné par les Congolais. Mais quels ont été les choix que les Congolais ont faits
pour que le Congo devienne réellement économiquement indépendant. Est-ce qu'aujourd'hui, les mécanismes de gestion qui ont été appliqués depuis l'indépendance permettent d'assurer l'indépendance économique du Congo? Quelle est notre capacité, à travers les ressources que nous générons, de créer une classe d'hommes d'affaires capables de répondre aux défis économiques? Quel est le climat d'affaires qui permettent effectivement de générer des hommes d'affaires congolais qui prospèrent dans un environnement qui soit sain et qui leur permettent de gagner leur argent ou de faire des bénéfices dans un climat de transparence économique? Tout ça, c'est des choix politiques et économiques qu'il faut interroger aujourd'hui. Je pense donc peut-être que dans sa pensée, il voulait dire quelque chose que l'on n'a pas, on ne comprend pas pleinement, mais la responsabilité reste pleinement celle des Congolais. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et si les Congolais et les politiques congolais le veulent aujourd'hui, il est encore possible, par une démarche totalement responsable et bien pensée, de mettre en place une stratégie, un moyen à court terme qui pourrait permettre de reprendre en main la légitimité, la souveraineté économique de notre pays. Et cette nouvelle dépendance que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas du néocolonialisme aujourd'hui, parce qu'on dépend pratiquement de tout de l'extérieur, on produit presque rien. On a toujours la politique de la main tendue aux aides humanitaires. Je ne sais pas comment vous essayez un peu de déterminer ce que nous vivons aujourd'hui. N'est-ce pas ça, le néocolonialisme? Est-ce la RDC est totalement indépendante? Non, je ne pense pas que la RDC est totalement indépendante. Le plus grand assujettissement que nous vivons aujourd'hui, c'est celle de l'élite congolaise elle-même. Peut-être que l'indépendance a été juste un moment où on a remplacé le colon blanc par le colon noir. Parce que le colon noir a été effectivement le politique congolais. Et malheureusement, il a fait pire que le colon blanc. Et aujourd'hui encore, nous continuons à vivre ces mêmes effets d'un colonialisme à plusieurs étages. On a un colonialisme qui, comme vous le dites, le néocolonialisme consistant à un système de prédation et de limitation qu'impose un système global mondial qui limite les possibilités pour les pays africains d'émerger sur le plan économique. Mais certains pays y arrivent quand ils ont la capacité de créer leur propre système, surtout une capacité interne à créer des mécanismes de transparence et de bonne gouvernance qui le mènent, en dépit de tous les obstacles, à relever la tête et à essayer d'évoluer, faire des choix politiques, diplomatiques, économiques qui répondent aux besoins de leur propre croissance et leur propre émergence en tant que pays. Mais nous, comme vous le dites, nous sommes en même temps sujets du néocolonialisme global, mais nous sommes aussi sujets du néocolonialisme interne, à travers l'attitude des dirigeants, leur mentalité, leurs pratiques, qui sont des pratiques qui, exactement comme à l'époque de la colonisation, tentent à faire de la prédation des richesses du pays par une poignée de personnes qui, en retour, ne s'acquittent pas de leurs devoirs républicains de gestion équitable ou bien alors de leadership nécessaire à pouvoir surmonter les défis socio-économiques que traverse l'ensemble du pays et le peuple en général. Donc je pense que, comme vous dites, le néocolonialisme, oui, il existe, mais il faut y faire face. Il faut y faire face par des dirigeants capables d'être des modèles dans la gestion, d'une intelligence managériale et politique et citoyennes qui permettent d'intégrer au premier plan le bien-être collectif par des politiques publiques et une classe politique capable de cerner ses responsabilités et de pouvoir faire des options de gouvernance qui répondent aux défis de cette indépendance économique, politique et sociale dont nous avons besoin. Et pour commencer, il faut bien sûr, et il est très important, de pouvoir assurer l'indépendance de la pensée. Et ça, je pense que c'est une grande bataille qu'il faut mener pour libérer aussi la conscience collective de ce poids de l'assujettissement. Vous avez posé une question très importante, je vais chuter par là. Nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. Mais que nous manque-t-il pour être totalement dépendants de nous-mêmes? Nous serions même en capacité de rendre les autres dépendants de nous, que ce soit sur le plan de l'agriculture, que ce soit sur le plan des ressources naturelles, que ce soit tous les plans de l'énergie. Aujourd'hui, on parle de l'énergie verte, de la forêt, de tout ce qu'on connaît. La transition énergétique, la RDC devrait être au cœur de tout cela. Mais pour être au cœur de tout cela, il faut des choix de gouvernance responsables, des politiques qui ne s'arrêtent pas au nez
et au mandat de ceux qui nous dirigent. Une vision qui s'étale sur des années et qui permet de nous inscrire dans une démarche qui nous place au cœur de l'ensemble de ces questions. Mais comment le faire quand l'Est de la RDC est en proie à l'insécurité? Comme on l'a dit, ça va faire 30 ans que la RDC est pratiquement sous occupation de l'autre côté, dans la partie Est de la RDC. 64 ans après, on se souvient encore du discours du Premier ministre Lumumba qui parlait de la balkanisation, dont la RDC est encore sous menace de la balkanisation aujourd'hui. Mais à quoi profite la balkanisation de la RDC aux autres? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, sans le savoir ou en le sachant, par nos attitudes de gestion, de gouvernance, les choix politiques, et tout ce qui s'est fait au jour le jour par les politiques congolais, nous travaillons contre l'intérêt du pays. Les politiques travaillent pour l'intérêt du pays parce que je refuse d'être de ce groupe-là. La bonne gouvernance, la responsabilité politique et les choix qui sont faits par les pouvoirs, les acteurs politiques aujourd'hui, fragilise, il faut l'accepter, notre cohésion interne et notre capacité en tant qu'État de disposer des outils pour faire face à toutes ces menaces. Tenez, si dans un pays comme le nôtre, vous organisez des élections qui coûtent plus d'1 milliard de dollars et qu'à la fin, ces élections soient chaotiques et qu'à la limite, ça n'en soit pas des élections, vous utilisez des ressources précieuses qui pourraient effectivement servir à des actions de développement, mais vous les dilapidez tout simplement parce que les politiques ont une vision de prédation et d'accaparement du pouvoir qui est prêt à faire de les élections juste un simulacre ou juste un moment, je peux dire, apparent de démocratie. Mais en termes de légitimité, comment on arrive à construire la cohésion interne et l'appropriation de l'ensemble de la population du rôle de différents acteurs qui sont issus des élections si on n'arrive pas à les rendre transparentes. De deux, ce n'est pas encore les autres qui nous empêchent d'assurer la transparence dans la gestion économique. Si nous avons aujourd'hui des scandales de corruption au jour le jour, des millions de dollars qui pourraient servir à améliorer l'infrastructure administrative dans les provinces, améliorer les infrastructures routières, les infrastructures de santé, qui pouvaient générer aussi nos propres capacités à faire face aux défis alimentaires, investir dans l'agriculture, dans l'enseignement, dans la santé. Si ces millions de dollars qu'on détourne à longueur de journée et pouvaient être affectés effectivement à construire un pays qui soit résilient avec une capacité interne de développement, cela serait déjà des outils ou bien des acquis importants pour lutter contre toutes ces velléités. Alors quand vous avez un pays qui en même temps n'arrive pas à assurer l'autorité, la présence de l'État et l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire, nous ouvrons des brèches à l'action de l'ennemi qui se sert de cela pour effectivement fragiliser et attaquer le pays. Bien sûr que nous n'allons pas accepter qu'un seul centimètre de la RDC ne reste occupé. Et je pense que dans la mémoire collective, dans le combat collectif est celui-là. Mais il faut que les gouvernants, dans leur attitude, dans leur choix, dans leur manière de gouverner, intègrent leurs responsabilités pour qu'on arrive à ce résultat. Tenez, les militaires, avec ce qu'ils gagnent au front, la manière dont ils sont traités, méritent que le gouvernement ait le cœur à l'ouvrage pour leur donner les conditions nécessaires à pouvoir travailler. Autant qu'il est scandaleux que dans un pays, comme vous le dites, pauvre, pas réellement maintenu dans la pauvreté, je peux dire par sa classe politique, on ait des scandales, des paiements faramineux des acteurs politiques et qu'en même temps, les hommes qui travaillent au quotidien à construire l'État, à construire la conscience collective, là, les enseignants, les médecins, sont au bas de l'échelle. Et les militaires, entre autres, sont au bas de l'échelle. Donc je comprends qu'il y ait ce complot, il existe, cette envie, ce désir pour les autres pays d'acquérir des espaces de contrôle dans notre pays, mais en même temps, nous devons nous questionner sur la réponse et notre propre conscience de défis que nous devons surmonter et comment, en tant que pays, en tant que nation, nous nous organisons pour faire face à cela. Et nous sommes encore loin à ce stade, je peux dire, des bonnes pratiques
de ce qu'il faut pour soulever cela. Les questions de justice, d'équité et de transparence dans la gestion sont aussi des outils importants à mettre dans la balance pour arriver à surmonter tous ces défis de la guerre et surmonter aussi les défis de la gestion de l'ensemble du territoire. Il faut que dans chaque territoire de la RDC, qu'il y ait un État qui fonctionne, qui existe, qui répond aux besoins fondamentaux de chaque citoyen de la RDC. Il ne faut pas qu'à chaque fois on dise on a recouvré l'autorité de l'État, on a recouvré une partie du territoire et 5 ans après on se rend compte qu'il n'y a ni administration, ni police, ni armée dans ces territoires. Nous sommes en train nous-mêmes de fragiliser un pays dont on est conscient qu'il est en train de faire l'objet de la prédation des voisins et des autres pays à travers le monde. Cette conscience, il faut nous l'imposer. On ne peut pas faire semblant d'ignorer à quel point nos gouvernants, la gouvernance du pays actuellement, ne répond pas au challenge de son intégrité et de sa stabilité. Il nous faut surmonter cela et ça passe par l'acceptation de notre propre réalité. La souveraineté de la RDC aujourd'hui nous pousse à demander à la MONUSCO de partir. Je fais allusion aux bases fermées dans le sud Kivu en séjour et bientôt ça sera dans le nord Kivu. Est-ce qu'on doit se rassurer qu'après la MONUSCO, on sera en mesure de protéger la population ainsi que nos terres dans ces coins de la RDC? C'est une très bonne question. J'ai participé la semaine passée à une réflexion autour du départ de la MONUSCO et il faut dire que vraiment le bilan lui-même est mitigé, bien sûr, mais la question fondamentale est est-ce que nous sommes prêts en tant qu'État, avec notre armée, notre police, avec l'administration publique et tout ce que nous connaissons comme outils de gouvernance locale, que ce soit l'administration territoriale. Est-ce que nous sommes aujourd'hui, société civile, gouvernement, prêts à prendre le relais de la sécurité des personnes individuelles et la sécurité des biens, l'administration des espaces, mais aussi la prévention des conflits, des groupes armés et tout ça dans les espaces qui aujourd'hui étaient occupés par la MONUSCO. On sait bien sûr que la MONUSCO ne devrait pas remplacer l'État. On le savait et tout le monde savait qu'un jour la MONUSCO devra partir. Encore une fois, quelle est la part de la responsabilité des gouvernants aujourd'hui dans ce choix-là? Ok, l'option est élevée de pouvoir laisser passer la MONUSCO, mais il sera encore plus intéressant de nous poser la question pendant que la MONUSCO est en train de partir, qu'est-ce qui est fait concrètement pour que les raisons qui ont motivé leur présence là où ils étaient soient surmontées. Il ne faudrait pas que le départ de la MONUSCO soit encore un autre retour au chaos ou alors à une aggravation même de la situation de violation des droits humains dans ces espaces. Le docteur Mukwege, dans ce qu'il a proposé, pense qu'il est précoce aujourd'hui dans les conditions actuelles d'agression de l'Est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. Surtout qu'il alerte sur la présence de plus de 3 ou 4 000 hommes rwandais ici sur place, sur nos territoires. Tout à fait. C'est connu que les troupes rwandaises sont en RDC, bien sûr, et avec leurs supplétifs. Et donc, dans cette situation, dans cet état des choses, enlever, laisser partir une présence onusienne qui servirait au moins de témoin et d'alliés en termes d'alerte sur les réalités qui sont vécues à l'est du pays est un risque important. On parle de l'inefficacité. Oui, on peut dire que... Il y a des fois la population qui sont tuées sous la barbe de la MONUSCO, qui n'interviennent pas, bien qu'on a changé le mandat, mais ils n'interviennent pas quand la population est attaquée. Nous avons toujours décrié cela et c'est connu qu'on aurait voulu davantage des résultats de la part de la MONUSCO. On ne dira pas que le mandat de la MONUSCO a été un succès totalement sur les questions de sécurisation et comme vous avez dit, sur leur mission à éradiquer les groupes armés. Mais comme j'ai dit, la MONUSCO n'est qu'un, je peux dire, un allié du gouvernement, ne devrait être qu'un allié du gouvernement. Il ne fera pas le travail du gouvernement. Il ne fera pas entièrement le travail de l'armée. Et donc, comment est-ce que notre armée a été structurée, comment elle a été renforcée pour qu'elle soit en mesure à faire le travail que le MONUSCO n'était pas censé faire, ou ce que la MONUSCO n'a pas su faire, ou ce que la MONUSCO n'a pas voulu faire. Et dans tous les cas, le premier répondant de cela reste le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Peut-être qu'ils n'ont pas échoué totalement. Il y a des endroits où ils ont peut-être réussi à apporter quelque chose. Il y a eu des endroits où la question a été plus complexe, où les défis ont été plus grands, autant qu'ils peuvent ne pas avoir donné les réponses qu'on attendait d'eux, mais autant aussi que le gouvernement devrait donner des réponses plus ou moins appropriées à chaque défi. Et les défis sont immenses. On parle de mécanismes de PDD-RSS, le programme, exactement, de réinsertion. Le programme de démobilisation et réinsertion. Il faut se demander qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser à ce stade. En même temps, on sait qu'il y a encore des espaces où la MONUSCO n'existe pas, ou n'a pas œuvré, mais qui sont en proie à de l'instabilité. On sait tous les conflits qu'il y a dans le Kasaï, le conflit qu'il y a dans le Bandundu. Est-ce qu'encore on devra attendre qu'une autre mission des Nations Unies vienne pour nous proposer des réponses ou nous permettre de pouvoir mettre un terme à ces genres de tragédies? Donc c'est vraiment une question importante de gouvernance et de politique et de vision de gouvernance qui doit être rencontrée par les différents acteurs politiques, les différents responsables politiques, en particulier, en commençant bien sûr par le président de la République et l'ensemble du gouvernement, répondre aux défis sécuritaires et à la sécurisation de l'ensemble de l'espace congolais. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas, je dirais, une faveur. C'est un devoir qui devait même mener à des sanctions, que ce soit électorales ou alors administratives ou toute autre forme de sanctions politiques de la part de ceux qui ne sont pas en mesure de nous assurer la sécurité qu'on mérite et la paix sur l'ensemble du territoire. Donc, pour ça encore, je pense que la MONUSCO a fait sa part. Qu'elle parte ou qu'elle reste, nous devons interroger la responsabilité du gouvernement. Et aujourd'hui, malheureusement, elle est en train de partir dans un contexte d'instabilité et où cela ne va pas forcément être un atout pour pouvoir reconquérir ou atteindre la paix, mais ça demandera encore plus d'efforts, plus de responsabilité de la part du gouvernement pour qu'on voie que là où la MONUSCO n'est plus, le gouvernement a fait mieux que la MONUSCO. Et si on n'y arrive pas, il faudra que la population soit capable de poser des questions à ses gouvernants et de pouvoir, s'il le faut, prendre des mesures pour que ces gouvernants, s'ils ne sont pas capables, soient remplacés par d'autres qui sont capables de répondre à ce défi de paix et de stabilité du pays. On dit généralement que la justice élève une nation. En RDC, le chef de l'État l'a reconnu qu'on a une justice malade. Et c'est ce qui me pousse à revenir sur l'analyse du rapport du Cour des comptes que vous avez pratiquement relayé, l'audit qu'elle a effectué pratiquement dans le secteur judiciaire pour l'année 2021-2022. Vous avez pratiquement donné des recommandations, relayé la question. Vous êtes arrivé à la conclusion qu'il y a privatisation de l'argent public par des individus impunis. Ça veut dire quoi? Alors tout à fait. Le Congo n'est pas à vendre, a fait sienne les recommandations ou a fait sien le rapport de la Cour des comptes qui a apporté au fait sur l'analyse, un audit sur les recettes judiciaires, comme vous avez dit, exercice 2021-2022, d'un certain nombre d'institutions judiciaires à Kinshasa. Et comme on le disait, elle a fait juste pour 43 entités de justice, dont 6 commissariats urbains de la police. Et les conclusions de leur audit étaient extrêmement intéressantes et curieuses. Plus de 8 millions de dollars, 8,8 millions de dollars de recettes n'ont pas été versés au trésor public. N'est-ce pas que c'est peu pour une grande nation telle que la RDC? Non, mais là, on parle de 43 entités seulement de la ville de Kinshasa. Ce n'est même pas une enquête qui a intéressé toute la ville de province. C'est juste 43 entités de justice et 6 commissariats. Ils ont même cité ces entités de justice. Donc, il y a la Cour de cassation et le parquet près cette cour. Il y a le Conseil d'État, Parquet général, Presse et juridiction, Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ils ont cité ces instances judiciaires. Et donc, si à l'échelle de Kinshasa, on a déjà pour les 2 exercices autour de 8 millions de dollars qui n'ont pas été versés, on a essayé de faire une projection de l'ensemble de manques à gagner qu'on n'a pas recouvré dans ce secteur-là. Et entre 2019 et 2022, ce montant, l'absence de suivi de ces recettes non recouvrées, peut être évalué à 84,5 millions de dollars.
Ce qui veut dire que si la Cour de compte faisait ce travail sur l'ensemble du territoire et s'intéressait à l'ensemble des entités judiciaires, on imagine combien de millions, si pas des milliards de dollars, l'État pourrait dénicher qui sont partis dans les réseaux des personnes impunies, comme on l'a dit, ou alors des réseaux mafieuses qui braquent ces ressources et qui peuvent servir effectivement à améliorer même le système judiciaire, à améliorer l'administration de la justice, à améliorer les infrastructures judiciaires, à améliorer même peut-être les conditions de travail de notre justice. Mais vous comprenez que ce que la Cour de compte a fait, c'était un travail qui apporte, qui appelle à la responsabilité des Congolais. Parce que qui paye ces taxes? Qui paye ces différentes redévances, ces quittances? Voilà, c'est chaque Congolais qui se retrouve dans un procès ou qui a besoin d'un procès ou qui, tout simplement, à la police, se retrouve pris par les policiers de circulation, pour la police de circulation routière. On sait combien ils sont extrêmement agressifs et combien les montants qu'ils ont pu réaliser, hein, ça c'est même repris dans notre rapport, autour de 20 000 $ sur l'ensemble du territoire pour un exercice budgétaire annuel 2022. Vous imaginez que la recette de l'ensemble de la police de circulation routière soit autour de 20 000 $. Et si, en tant que citoyens, ces rapports ne nous interpellent pas, ça veut dire que nous ne comprenons pas que l'argent que nous donnons lorsque nous avons besoin des services judiciaires va dans les poches des acteurs. Et on ne sait même pas dire à ce jour si, aujourd'hui encore, il n'y a pas des personnes qui continuent, comme on l'a relevé, à avoir des faux comptes bancaires au nom de ces instances judiciaires et qui continuent à ponctionner de l'argent par-ci par-là pour le compte de ces services judiciaires. Et en même temps, pour nous, ça a été une responsabilité de pouvoir non seulement vulgariser ce rapport à la Cour de compte, que nous avons salué. On sait que beaucoup d'années déjà, la Cour de compte avait été mise en jachère, carrément mis à l'abri du travail de contrôle. Aujourd'hui, la Cour de compte est en train de reprendre du service. Et nous avons salué donc le travail qu'ils ont réalisé. Et dans nos recommandations, nous avons demandé qu'on lui donne les moyens qu'il faut pour faire ce genre de travail sur l'ensemble du territoire. À améliorer ou approfondir son travail de contrôle, rendre des conclusions et aussi permettre que, effectivement, les acteurs de la justice et les acteurs, les gouvernants, puissent prendre des mesures qui emmènent les responsables de ces détournements de fonds devant la justice et que l'État puisse recouvrer ces fonds. Nous avions fait d'abord, d'ailleurs, comme on n'est pas à vendre, un communiqué pour dire que nos identités n'étaient pas à vendre. On a vu que l'IGF, effectivement, s'est prononcé et a aussi récusé le contrat qui a été signé avec le ministère de l'Intérieur. On a des tas de dossiers, les lampadaires et tout le reste, dont on sait la portée en termes de millions détournés. Et on ne voit pas vraiment la justice s'actionner comme il se doit. Non, mais vous devez être satisfait parce qu'en ce jour, il y a l'ancien ministre du Développement rural qui est derrière le barreau et ses autres collaborateurs. On sait que dans ce pays, parfois, l'arrestation a été un mécanisme de blanchiment. Il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées et qui sont passées par la case prison sans que le procès ne soit mené. On les a vus sortir, rentrer à l'Assemblée nationale ou reprendre leur poste à l'Assemblée nationale sans qu'il y ait procès, sans qu'on explique à qui que ce soit qu'est-ce qui s'est passé. On a eu aussi des cas qui sont des gens qui ont été emprisonnés, mais dont on n'a jamais eu les résultats de leur propre procès et dont on ne sait pas aujourd'hui si elles ont restitué l'argent qu'on leur reprochait de détenir ou qu'ils auraient volé. Donc pour nous, une chose, c'est déjà une bonne chose que des mandats soient lancés, que la justice se montre intéressée, mais notre curiosité va au-delà. Nous voulons voir des procès être faits, les dossiers être traités, que tout le monde comprenne qu'est-ce qui a été reproché et qu'est-ce qu'on a retenu à la fin. Sont-ils condamnés, oui ou non, pour quel fait, et comment l'État rentre en possession de différents montants dont qui seront rédevables et pour lesquels on les aura condamnés. En même temps, on sait que
l'ancien ministre de Finances, on vient d'apprendre qu'il a eu l'autorisation de quitter le pays. Donc tout ça, c'est des questionnements. Comment agit cette justice? Jusqu'où elle va aller? Comment est-ce qu'elle procède? Et on voudrait bien sûr que cette justice soit l'affaire de lance pour pouvoir lutter contre la corruption. Mais pour ça, elle doit aussi, en interne, vider les cadavres qu'il y a dans ces placards et instaurer des mécanismes de gestion transparentes qui assurent effectivement sa neutralité sur les questions de corruption et lui permettent de rassurer les uns et les autres sur sa capacité à répondre aux défis de la gouvernance et de la lutte contre la corruption dans notre pays. Vous êtes la coalition Le Congo n'est pas à vendre. Vous connaissez la réalité en RDC avec la pauvreté qui écume les familles quinoises. Pensez-vous que c'est facile de résister à la corruption? Facile, non. Mais c'est un choix qu'on peut faire en tant que peuple et qu'on doit faire en tant que peuple. Il n'y a aucun pays qui se construit sur base de l'enrichissement personnel, chacun venant, prenant ce qu'il veut, et personne ne peut rendre compte à personne. À quoi ça servirait d'être un peuple qui travaille, qui paye ses impôts, qui paye ses taxes, et qu'à la fin, vous sachiez que celui qui perçoit ces taxes a le droit d'en faire ce qu'il veut, et personne n'a les moyens de lui poser des questions. On ne peut pas exister et continuer à penser que l'État va continuer à exister sous forme comme un cauchemar, comme je dirais, un mirage. On est un état mirage, ça veut dire on pense exister mais on n'existe pas. En même temps, on consacre des pratiques qui tuent l'État. Ce n'est pas normal. Et ce choix-là de lutter contre la corruption doit être un choix qui est fait pour notre propre survie en tant que peuple. Notre propre survie et notre capacité à pouvoir surmonter nos défis. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de canaliser les peu de revenus que nous avons, nous n'allons pas être en mesure de répondre aux besoins d'instruction de nos enfants, aux besoins de santé de chacun d'entre nous, aux besoins de construction des infrastructures qui répondent aux besoins de développement du pays. On ne sera pas en mesure de d'avoir même l'accès à l'énergie électrique. Pensez-vous que ce soit le credo pour décoller la lutte contre la corruption? Il n'y aura pas de changement sans qu'on ne combatte activement la corruption, de tous les acteurs à tous les niveaux. En commençant d'ailleurs par, comme on le dit toujours, les responsables politiques. Ce sont eux, en premier, qui, en tant que gestionnaires et décideurs, doivent montrer l'exemple, pas seulement de la transparence dans leur gestion, mais de l'exigence que cela exige pour lutter contre la corruption. Il n'y a pas de rédévabilité, malheureusement. À ce stade, il n'y en a pas. Et malheureusement, des institutions qui devaient nous aider à pouvoir traquer la gestion des gouvernants sont aussi associées à cela. Vous vous rappelez de l'enquête qui a été faite sur la gestion de l'Assemblée nationale et qui a été publiée et qui démontrait que là encore, en tant qu'instance de lutte contre la mauvaise gouvernance des institutions, il y a des grosses questions à se poser sur la transparence de la gestion de l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui encore, ça reste une question de préoccupation majeure pour nous, de comprendre quels sont les choix qui sont faits aujourd'hui par l'actuel bureau pour limiter et lutter contre les mauvaises pratiques la mauvaise gestion et les pratiques, par exemple, de corruption morale qu'on impose aux députés en achetant tout, en bradant tout. Et aussi la transparence dans la gestion, que ce soit interne, rendre compte même aux députés de la manière dont les fonds qui leur sont destinés sont affectés. La transparence et la rédévabilité, savoir le salaire de chacun et que cela ne soit pas un secret. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que le président venait de reconnaître, enfin, après son premier mandat, qu'il y a des graves problèmes d'inégalité en RDC et particulièrement d'inégalité salariale. C'est déjà une bonne chose que le président se rende compte. Et on espère qu'à l'occasion, il a aussi pris connaissance de son salaire pour que peut-être il nous dise aussi finalement combien d'argent il gagne et que si cela ne l'a pas jusque-là interpellé sur le niveau d'inégalité entre les différents acteurs, agents publics ou alors fonctionnaires de l'État. Et donc, en même temps, nous avons l'impression que les politiques murmurent et reconnaissent tout le problème, mais ils ne veulent pas y apporter des solutions. Et donc, nous, en tant que citoyens, nous devons entrer dans ce combat. Nous devons lutter pour imposer aux politiques de respecter
la gouvernance dont nous avons besoin pour répondre à nos problèmes. Et si la RDC ne sait pas gérer 5 millions, 10 millions, 100 millions de dollars, comment allons-nous être en mesure non seulement de créer de la confiance entre nous, entre gouvernants et gouvernés, comment être capable, en nous disant si nous avons un budget plus conséquent, nous saurons être en mesure de mobiliser plus de moyens et de répondre aux besoins de développement du pays. Et là encore, une autre question se pose. Combien de Congolais s'approprient ce combat de lutte contre la corruption? C'est très facile de penser que c'est aux autres de faire. Mais pour que ça réussisse et que nous ayons des résultats, chacun là où il est, les différentes organisations doivent participer à cette lutte contre la corruption. C'est en étant capable d'être intransigeant vis-à-vis de nos dirigeants et en étant intransigeant chacun dans ses pratiques au quotidien que nous arriverons à instaurer un mécanisme d'ensemble, des normes de société qui établissent que personne n'a le droit d'avoir un salaire de 100 000 $ pendant que quelqu'un d'autre en a 100 $, et en même temps qu'il y ait de l'impunité pour des gens qui détournent 50 millions, 100 millions, 200 millions de dollars, pendant que le pays n'est pas capable d'avoir un projet de 50 millions de dollars pour lesquels on assurerait l'accès à l'eau à des centaines de milliers de personnes. C'est des choses qui sont extrêmement choquantes. C'est malheureusement des réalités que nous vivons ici chez nous et qui sont extrêmement choquantes. Il faut donc placer la lutte contre la corruption au cœur de l'action de redevabilité de nos politiques, mais aussi au cœur de l'action citoyenne pour l'accès à la justice économique, l'accès à la dignité de tous les Congolais et l'accès à l'équité et à la justice sociale dans notre pays. Je crois que c'est pratiquement votre mot de la fin, mais puisque vous avez choisi de faire de la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption votre cheval de bataille, on est les 30 juin aujourd'hui, une date mémorable et symbolique pour tout Congolais, décent et de conviction. C'est quoi le message que vous avez lancé à la population congolaise? Un message d'espoir? Alors, un message d'espoir, un message de responsabilité. Voilà. C'est mon message. 64 ans après, chacun doit choisir son combat. Il ne sera plus normal que 64 ans après que nous nous regardions attendant que d'autres personnes, d'autres peuples, d'autres pays, d'autres organisations internationales, d'autres acteurs viennent prendre en main les problèmes qui nous concernent. Ou attribuer la faute aux Belges. Voilà, et attendre que les autres, par leur bonne foi, nous fassent du bien. Non. En tant que peuple, 64 ans après, c'est le moment à chacun, à chaque Congolais, de définir en quoi il veut s'engager. Que nous soyons des citoyens conscients et engagés. Professeurs, médecins, enseignants, journalistes, que chacun se réveille en se posant la question: qu'est-ce que je fais pour que le Congo se redresse, pour que le Congo émerge, pour que les problèmes que je rencontre, qui ne sont pas que des problèmes personnels, sont aussi des problèmes collectifs, comment je m'engage pour exiger que des réponses soient trouvées et comment je m'engage pour moi-même faire partie de la solution. Si de plus en plus de Congolais devenons exigeants vis-à-vis de nos dirigeants, en nous imposant nous-mêmes de changer nos pratiques, nos croyances, en étant nous-mêmes des vecteurs de changement, de lutte contre la corruption, en adoptant des attitudes citoyennes responsables, en étant capable de balayer devant sa maison sans jeter ses poubelles dans la rivière d'à côté, en exigeant que votre bourgmestre assure la salubrité de votre avenue avec vous-même, en adoptant des attitudes telles que quand il y a une mobilisation contre les détournements de fonds, vous soyez aussi là, professeurs, médecins, enseignants, journalistes. C'est une question de responsabilité face à notre propre destin. Si l'ensemble des Congolais, 64 ans après, nous prenons conscience que le pouvoir est entre nos mains, on l'a vu au Kenya, une loi injuste ne passe pas si un peuple est lévé, il est conscient de ses droits. Reprenons ce pouvoir souverain que nous avons en tant que peuple, mais pour le reconquérir, il faut que nous mettions dans la tête que ce pouvoir vient de chacun de nous. Nous devons être des acteurs de changement du Congo. Que dans les 10 ans à venir, dans les 15 ans à venir, chacun voie les fruits de son engagement en tant que citoyen pour l'émergence du Congo, pour la fin de la guerre en assurant plus de moyens aux forces de l'armée et sécurité, en prenant des décisions responsables qui assurent que ceux qui se battent sont dans les meilleures conditions, mais aussi en assurant que la population ne vive plus les fractures qu'on vit aujourd'hui, que ce soit des fractures politiques, sociales, de la transparence dans la gouvernance, de la responsabilité face aux défis
du choix des politiques publiques, de la transparence dans la gestion de chaque rond qui est destiné à l'investissement ou au social de Congolais. C'est seulement à ces conditions-là que nous pensons que les prochaines années, 5, 10, 15 années à venir, nous pourrions devenir un peuple qui se fait respecter et pour lesquels les gouvernants vont répondre des attentes et surtout que nous atteignions à être finalement un pays pleinement indépendant, un pays souverain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de ces numéros spéciaux 30 juin et ça ne reste qu'à vous souhaiter bonne fête d'indépendance à tous. Au revoir.